Donc bonjour à tous. Voilà, donc je suis Raphaël Lénino-Perrault, chercheur associé à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et donc je vais avoir le plaisir de modérer cette table ronde composée de Guillaume Pitron, Stéphane Bourg, John Seaman et Luc Devigne, et non pas Salvatore Berger finalement, qui est en ligne. Alors, je vais présenter très rapidement mes panélistes, et puis ensuite, je leur laisserai le champ pour développer leur position. Alors, donc Guillaume Pitron, vous êtes journaliste et vous avez récemment cofondé le cabinet de conseil Psyché 16 sur les ressources minérales. Donc Stéphane Bourg, vous êtes directeur de l'OFREMI. Donc c'est l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles. Et John Seaman, vous êtes donc chercheur à l'Institut français de relations internationales. Et si je me souviens bien, vous êtes un des premiers à avoir traité du sujet un peu dans les think tanks publics en France vers 2008-2010. En tout cas, moi je m'en souviens, c'était les premiers papiers que j'ai lus. Et en ligne, donc, nous avons Luc Devigne, donc, qui est diplomate au service européen d'action extérieure et qui est en charge du dossier métaux stratégiques. Alors, je vais commencer par Guillaume. Alors, on parle énormément des métaux, matériaux, critiques, stratégiques, rares, terres rares. Est-ce que tu pourrais présenter un peu ton action dans ce domaine? Je passe au tutoiement, c'est fait. Ouais, je sais. Voilà. Mais est-ce que, présenter un peu ce que tu fais dans ce domaine-là, et puis un peu faire ce travail de définition, finalement, de quoi on parle quand on parle de métaux stratégiques, d'approvisionnement stratégique. Bon, je vais définir les métaux, les matériaux. Après, dans la partie plus exécutive, puisque la table ronde dure 1h30, on a un peu le temps pour y revenir. De quoi parle-t-on? On parle de matériaux qui sont passés très longtemps sous les radars de l'actualité, sous les radars des médias, sous les radars des autorités, des décideurs. Probablement parce que on parle souvent de petits matériaux, de petits métaux, c'est comme ça qu'on les surnomme, au sens où les consommations de certains de ces matériaux, qui servent notamment pour les industries de défense, des matériaux non pas au nom latin, au barbare, mais au nom latin, comme le gallium, l'indium, le germanium, le scandium, le néodyme, le samarium, sont des petits matériaux qui sont produits dans quelques dizaines, centaines, centaines de milliers de tonnes, mais c'est très faible par rapport aux grands matériaux. Et du coup, on a eu tendance à penser que, comme c'était des matériaux produits dans des petites quantités, finalement, la problématique d'accès à leur approvisionnement n'existait pas. Et en fait, je paraphrase Bruno Jacquemin qui disait exactement ça la semaine dernière, un spécialiste de ces questions-là, qui disait « petits métaux, gros problème ». Et parce qu'on ne l'a pas vu, on a laissé la production de ces matériaux se produire, être assurée par des pays étrangers, et non pas européens et occidentaux. Donc on parle d'abord de métaux qui sont indispensables aujourd'hui à la transition énergétique. On va retrouver par exemple dans une voiture électrique, dans la batterie de la voiture électrique, du lithium, du cobalt, du nickel, du cuivre, du manganèse. On va retrouver dans la plupart des moteurs des véhicules électriques des aimants à base notamment de terres rares comme le néodyme ou bien un peu de dysprosium. On va retrouver certains métaux comme par exemple le silicium métal, produit sous la forme d'un métal dans les panneaux photovoltaïques, mais également de l'indium, de l'argent. On trouve une part de plus en plus importante de la production mondiale d'argent, minoritaire mais croissante de la production mondiale de l'argent, sert pour les panneaux solaires. On va retrouver dans les éoliennes, qui sont évidemment des totems de métal, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus, de l'acier, mais également dans les éoliennes offshore, des aimants permanents. Et puis tout ça est relié au réseau électrique par du cuivre. Et également de l'aluminium qui peut fonctionner comme un substitut du cuivre. On voit Nexans travailler des allages de cuivre et d'aluminium, parce qu'en fait le cuivre est un métal qui permet de conduire l'électricité. Donc le grand métal de la transition énergétique, c'est le cuivre. Donc l'ensemble de ces matériaux dessine un paysage de métaux et de minerais dits petits au sens où leur production est limitée, mais également des grands minerais, comme par exemple le cuivre, l'aluminium, le fer, qu'on va retrouver de plus en plus dans les batteries lithium-fer-phosphate. Le phosphate est un minerai très abondant, mais néanmoins nécessaire pour ces nouvelles batteries. Et donc tout ce paysage, qui est composé d'une dizaine, et même de plusieurs dizaines de métaux et de matériaux, dessine un nouveau paysage de nos dépendances. Pour la transition énergétique, pour les technologies numériques, qui utilisent ces mêmes matériaux, et pour les technologies de défense. On va retrouver par exemple dans les technologies de défense des métaux comme
le titane, très important pour le fuselage des avions, mais également pour les trains d'atterrissage. On va retrouver du tungstène, on va retrouver également des terres rares qui vont intervenir dans les aimants ou dans les systèmes de guidage, par exemple, des missiles de haute précision. Il y a des tas de tonnes de terres rares qui tombent en ce moment sur l'Iran, très concrètement. Et tous ces... Comment ? Et pour leur recyclage, c'est pas idéal parce qu'il y a vraiment un effet dispersif de la matière. Donc une fois qu'ils sont partis, c'est plus difficile d'aller les rechercher. La collecte n'est pas très organisée. Et par ailleurs, on va donc en fait ces métaux servent dans l'industrie de défense, mais dans une proportion extrêmement faible. Alors il faudra regarder métal par métal, mais globalement c'est entre 1 et 3 et 4 et 5, peut-être 7% de la production, de la consommation mondiale de chacun de ces métaux qui rentre dans qui est consommé par l'industrie de défense. C'est très très faible en fait. Et ô combien stratégique, et ô combien prioritaire. Mais donc l'industrie de défense s'est assez peu également intéressée à ces sujets-là, parce que les chaînes de valeur étaient saucissonnées, parce que la main invisible des marchés garantissait que même s'il y avait un producteur d'un sous-composant qui se trouvait au fin fond de l'Asie, de toute façon, le parapluie qu'on appelle l'OMC, l'organisme de règlement des différends, garantirait un accès sans entrave à la matière pourvu qu'on y mette le prix. Et donc finalement, on a perdu le savoir d'achat, je sais que tu aimes bien cette expression, pour gagner du pouvoir d'achat. On a gagné du pouvoir d'achat parce que les chaînes de valeur mondialisées ont permis de faire baisser les coûts, mais de la même manière, on a perdu finalement la compréhension de l'existence de ces matières premières, de leurs usages, de ce que l'on consomme, des quantités consommées, et finalement, on a perdu le savoir d'achat. Et puis aujourd'hui, je n'aurais pas trop avancé trop vite dans la table ronde, mais aujourd'hui, tout d'un coup, il y a une prise de conscience de cette dépendance et qui intervient un peu dans le désordre, et quand nous sommes tous au pied du mur. Depuis quand est-ce que cette prise de conscience se matérialise-t-elle, se cristallise-t-elle ? Moi, je dirais depuis le Covid. Vous savez, pendant 3 semaines, on n'avait pas de masques parce que c'était les Chinois qui produisaient des masques. Et en fait, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on était dépendant d'approvisionnement en produits finis stratégiques à l'époque, qui étaient produits par un autre pays et qui, éventuellement ou pas éventuellement, nous livraient ces masques, ou les livrer à un autre voisin en fonction des aléas de la diplomatie mondiale à l'époque. Et en fait, on a réalisé tout d'un coup que c'était pareil avec toutes sortes de matériaux stratégiques de la transition énergétique, de la transition numérique et l'industrie de défense. Donc cette prise de conscience fait qu'on change de logiciel à partir de 2021. On se met à parler de souveraineté industrielle, des mots qui étaient totalement interdits dans le discours politique et jusque dans le discours des industriels eux-mêmes. Et tout d'un coup, la question de la connaissance de ces chaînes de valeur, de la réappropriation de ces chaînes de valeur, de la remontée de aval de la chaîne de valeur pour connaître qui a N-+7 produit en fait le minerai dont je n'ai jamais vu la couleur puisque moi j'achète un composant. Tous ces sujets-là vont se poser, mais un peu dans la panique, dans la mesure où à l'instant où je vous parle, les Américains ont lancé une guerre commerciale, une nouvelle guerre commerciale contre les Chinois, qui réagissent notamment en appuyant sur le talon d'Achille des Américains, qui consiste à cesser leurs exportations de terres rares et d'aimants de terres rares, puisqu'ils cessent, ou en tout cas ils freinent et ils rallongent les délais d'exportation de ces terres rares et des aimants permanents. Et puis nous, les Européens, sommes en fait touchés également par ces mesures de restriction. Et du coup, en fait, au pied du mur, tout d'un coup, on se dit mais où est-ce qu'on va chercher ces matériaux, quoi. Et donc c'est un peu le débat, le cadre dans lequel s'inscrit notre table ronde. Merci Guillaume, je pense que ça fait une très bonne transition avec John, puisque John, tu as beaucoup travaillé sur la Chine et sur les initiatives chinoises, sur les terres rares d'abord, et puis l'ensemble des métaux du tableau de Mendeleïev ensuite. Hein. Donc voilà, est-ce que tu pourrais finalement un peu expliquer les tenants, les aboutissants, et puis en dire un peu plus sur la stratégie chinoise et sur ses conséquences ? Oui, très bien, merci beaucoup et merci Guillaume pour l'introduction. Justement, vous avez beaucoup parlé du côté demande, de la consommation, de la nécessité, l'importance pour ces matières premières, pour les technologies d'aujourd'hui. Mais quand on parle de criticité, ce n'est pas uniquement l'importance de la matière première dans les technologies, dans les produits qu'on consomme, mais aussi c'est une question d'offre. Et les risques d'approvisionnement, les risques de coupure d'approvisionnement. Et quand on regarde sur ces risques-là, le risque numéro 1 aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine est dominante dans une grande partie de ce qu'on estime aujourd'hui comme étant des minerais critiques ou des matières premières critiques. C'est pas uniquement une question chinoise. Si on parle de niobium, c'est une question de Brésil. Si on parle des métals de
de platinoïdes, c'est l'Afrique du Sud et un peu la Russie. Mais la Chine est néanmoins omniprésente dedans. Et comment on s'est retrouvé avec cette situation d'une très grande dépendance vis-à-vis de la Chine, qui instrumentalise justement sa position aujourd'hui. Je vais juste communiquer 3 grands ressorts, je pense, de la politique ou l'approche chinoise dans ce domaine, qui va peut-être vous aider à un peu mieux comprendre la position chinoise et pourquoi la Chine agit comme elle agit aujourd'hui. La première, c'est que la Chine a vraiment, depuis les origines de la République populaire, a pris une position de sécurité d'approvisionnement. Déjà dans les métaux de base, des métaux, l'aluminium ou le cuivre, enfin, ou le minerai de fer, qui servaient à des industries lourdes, qui était très important. Il avait pris une position vraiment de sécurité d'approvisionnement. Il a beaucoup investi dans les mines, la transformation de ces métaux de base. Et ce qui est important de comprendre avec la plupart de ces métaux qui sont assez obscurs, dont on parle aujourd'hui, c'est qu'ils sont très souvent soit des coproduits, soit des sous-produits des métaux de base. Donc déjà, la Chine avait beaucoup investi dans la mine et dans la transformation de la matière première. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ce que c'est des coproduits et des sous-produits ? En gros, vous extrayez, peut-être Stéphane serait mieux pour expliquer la géologie de tout ça, mais en gros, si on extrait un minerai de la terre, on a tout un tas d'éléments chimiques dedans. Il faut les séparer, mais souvent on va aller chercher un matériau de base qui est en grande quantité. Si on prend le minerai de fer, par exemple, les premières mines qui produisaient des terres rares en Chine étaient à l'origine des mines de minerai de fer. C'est dans la Mongolie intérieure. Et il se trouve que voilà, on a allé cherchant des minerais de fer, il se trouvait un sous-produit, du coup, accompagné dans le minerai une concentration assez intéressante de terres rares. Mais d'aller chercher juste les terres rares dans le gisement, ça n'a pas d'intérêt, parce que le marché de terres rares est tellement petit qu'il faut justement le marché, il faut l'investissement, toute l'activité autour du minerai de fer pour justifier le traitement de ce qu'on appelle le sous-produit, ou le coproduit. Parfois c'est produit dans le même processus. Si on parle du gallium, le gallium dont on parle beaucoup aujourd'hui, surtout dans l'industrie de défense, pour les radars, etc., c'est extrêmement important. Le gallium, c'est un sous-produit de raffinage d'aluminium qui est, elle, du coup, un dérivé du bauxite. Donc tout est une chaîne. On ne va pas aller chercher le gallium, ça n'a pas de sens. L'industrie du gallium est tellement petite. Mais comme la Chine a beaucoup investi dans ces industries, elle s'est dit, en fait, nous, on veut maximiser l'extraction de ressources chez nous possible. Quand c'est nécessaire d'aller à l'extérieur, aller chercher des ressources, aller chercher du bauxite au Guinée, on va rapatrier la ressource, on va la raffiner chez nous. Donc il y a tout un processus de raffinage, toute une industrie, toute une infrastructure qui crée autour. Donc ça crée justement une infrastructure industrielle basée sur la sécurité d'approvisionnement, mais qui donne un avantage au développement de l'industrie chinoise. Juste pour vous donner une petite idée, une petite échelle, le marché du gallium, c'est 400 tonnes. Le marché de l'aluminium, c'est 50 millions de tonnes, autour de quelque chose comme ça. Voilà, donc en fait, on a des problématiques de marché, des problématiques financières et de rentabilité financière qui nous sont inconnues dans ce domaine-là. Et donc c'est assez paradoxal en fait de penser à la Chine. Il faut comprendre que les Chinois, ils ont une vraie compréhension de leur propre vulnérabilité. Et donc on parle beaucoup de la dominance chinoise dans les minerais critiques aujourd'hui, mais la perspective chinoise, c'est basé sur une perspective de vulnérabilité. Il y a beaucoup de ressources pour lesquelles ils ne peuvent pas produire suffisamment chez eux. En fait, il faut aussi comprendre que la Chine est le premier consommateur de la plupart des métaux aujourd'hui. Donc ils ont besoin d'énormément parce qu'ils produisent tous les produits qu'on consomme aujourd'hui. Donc il y a énormément de demandes et ils ne peuvent pas produire tout chez eux, donc ils sont aussi obligés d'aller à l'extérieur. Donc dans l'esprit chinois, il y a une perception de vulnérabilité, justement, ce qui est intéressant à prendre en compte, ce qui s'accompagne du coup avec des investissements énormes à l'étranger. Il y avait une étude qui vient de sortir d'un institut en Australie qui s'appelle le Climate Energy Finance, qui avait calculé 120 milliards de dollars d'investissement que dans la mine et l'extraction minière depuis 2023. Donc ça fait 2 ans.
Ils ont des quantités énormes. On va parler de l'Europe après, mais c'est à une échelle complètement différente. Et tout ça, c'est basé justement sur cette perspective de vulnérabilité. Ils ont besoin d'aller chercher les ressources et ensuite les rapatrier et les raffiner chez eux. Et ça explique en grande partie leur position de force. La deuxième ressort vraiment dans l'optique chinoise, c'est la question de la technologie. Et comment justement ces matières premières sont essentielles pour la technologie. Et la production des nouvelles technologies, les technologies d'avenir, les infrastructures, enfin les composants qui sont nécessaires, les semi-conducteurs par exemple. Donc la Chine a beaucoup misé sur le développement de la chaîne de valeur basée sur ces matières premières et toutes les étapes de la chaîne de valeur. Parce que la sécurité d'approvisionnement, ce n'est pas juste la matière première, c'est aussi les produits qu'on produit. Enfin, c'est les aimants permanents. Si vous n'avez pas votre aimant permanent, vous ne pouvez pas produire votre voiture électrique, par exemple. Donc c'est une logique qui suit toute la chaîne d'approvisionnement. Ils ne veulent pas être dépendants de qui que ce soit. Mais ils veulent être leaders des technologies de demain, parce que c'est extrêmement important pour leur transition économique, qui avant était basé vraiment sur les industries lourdes, les industries à très bas valeur ajoutée. Et là, ils ont vraiment besoin de transformer leur économie, aller vers la valeur ajoutée. Et pour ça, ils cherchent des technologies à venir. Et pour cela, justement, les minerais critiques sont essentiels. Et là, donc aujourd'hui, quand on commence à parler des restrictions qu'ils mettent en place, vis-à-vis des Américains, je pense qu'il faut aussi juste... Je dépasse déjà les 5 minutes, excusez-moi. mais c'est aussi important de comprendre que l'origine de ces régimes, de ce régime de contrôle d'exportation, qui a eu lieu à partir de 2023, est basée justement sur une réaction à la position américaine, qui était de restreindre l'accès des Chinois aux semi-conducteurs les plus avancés, qui sont nécessaires pour la production, pour le développement de l'intelligence artificielle. Donc l'optique des Américains, c'est que les Chinois, ils avancent dans l'intelligence artificielle, qui peut être appliquée aux questions de défense. C'est une question de sécurité nationale. Il faut absolument bloquer l'accès chinois à ces semi-conducteurs. La réaction chinoise est justement de dire, bon, nous, on n'a pas de semi-conducteurs, d'accord, mais vous n'avez pas les matières premières nécessaires pour fabriquer ces semi-conducteurs. Donc c'est à ce moment-là où ils commencent justement à mettre en place des restrictions d'exportation. Et depuis, c'est vraiment un jeu d'action-réaction avec les Américains, éventuellement avec les Japonais, on ira un peu plus tard. Mais le régime qu'ils mettent en place est important de comprendre parce que pour avoir accès à la matière première, il faut obtenir une licence. Pour obtenir une licence d'exportation, il faut fournir beaucoup d'informations sur toute la chaîne de valeur, sur les aspects vraiment techniques du produit dans lequel cette matière première va être utilisée. Et dans une optique de chinoise où ils cherchent la compétitivité, ils cherchent à monter la chaîne de valeur et dominer justement les technologies d'avenir, cette information-là est extrêmement importante pour eux parce qu'ils savent où sont les vulnérabilités des autres, dans les véhicules électriques ou dans les missiles ou dans l'information, enfin, dans l'industrie quantique, etc. Enfin, ils voient beaucoup plus finement la chaîne de valeur. Ils peuvent appuyer beaucoup plus finement sur l'accès à la ressource pour telle ou telle entreprise, pour tel ou tel usage, justement pour donner un handicap à la compétition. Donc tout ça dans l'esprit, dans une optique de compétitivité technologique et de domination et de leadership technologique pour être leader dans les technologies de demain. Et le dernier ressort, puis je finis là-dessus, est le levier géopolitique. Et justement, enfin, j'ai expliqué un peu déjà ce jeu avec les États-Unis. Déjà, il y avait une notion de l'utilité géopolitique de cet instrument de matières premières déjà en 2010, quand il y avait un contentieux avec le Japon dans la mer de Chine orientale. Il y avait une disruption, enfin une perturbation, merci. Il y a eu débat sur si c'était vraiment un embargo ou pas, mais en gros, il y avait une perturbation des exports de terres rares vers le Japon à ce moment-là. Et on s'est tous posé la question, mais on n'a pas suffisamment fait suite à cet épisode. Mais maintenant, c'est assez clair que la Chine perçoit la force de sa position
est prêt à l'employer. Et déjà en 2023, Xi Jinping, du coup, le président et le secrétaire général du Parti communiste, avait écrit un article dans le journal du parti qui s'appelle Choushi, où il avait clairement expliqué que justement, c'est utile que le reste du monde soit dépendant de nous, parce que ça nous donne un levier de dissuasion. Enfin, d'abord dans une optique de dissuasion, et du coup, ils ne veulent pas venir chercher nos vulnérabilités, parce qu'ils sont eux aussi vulnérables. Donc c'est extrêmement important qu'on tient cet avantage dans la chaîne de valeur, puisque si jamais ils viennent nous chercher, on peut riposter. Donc c'est dans une optique justement de dissuasion. Dissuasion, du coup, d'abord dans un coup de réactivité à la position américaine, mais ensuite, ils vont aller encore plus loin, et déjà depuis janvier, ils mettent en place des restrictions d'exportation vis-à-vis du Japon, parce que la première ministre japonaise avait dit avait une position qui ne leur convenait pas vis-à-vis de la participation du Japon dans un conflit éventuel autour de Taïwan. Donc ils ont mis en place justement des restrictions et mis sur une liste noire 40 entreprises japonaises, et on voit que les exportations de dysprosium ou de terbium vers le Japon ont complètement arrêté depuis le mois de janvier. On parlera peut-être de ça tout à l'heure, si on a un peu de temps. Hein, mais donc voilà, le troisième levier, excusez-moi. Non, c'est 5 minutes, mais... en fait, c'est pas mal, parce que ça ouvre pas mal de questionnements pour tout à l'heure, donc non, merci. Et puis je t'ai coincé sur les coproduits, donc voilà. Il n'y a pas de problème. Mais justement, donc on va rebondir. En fait, c'est intéressant parce que finalement, ce que met les Chinois en place, c'est que finalement, ils connaissent mieux nos chaînes de valeur que nous ne connaissons les nôtres. Voilà. Donc justement, Stéphane, pour rebondir, qu'est-ce que la France fait en termes de levier pour un peu compenser ces vulnérabilités vis-à-vis de la Chine, mais également vis-à-vis d'autres partenaires? Alors, déjà, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à trouver des solutions pour les vulnérabilités. C'est de cumuler tout ce qui vient d'être dit pour le faire comprendre à l'ensemble des acteurs politiques et industriels du pays. Donc l'OFREMI a été créé pour ça en novembre 2022. 2022, avec un ensemble de décisions aussi autour, et notamment la création d'une délégation interministérielle auprès du Premier ministre pour coordonner les activités publiques autour des matières premières critiques. L'observatoire que je dirige, qui lui a trois activités qui vont être de veiller à tout ce qui se passe dans le monde autour des chaînes de valeur, avec tous les exemples qui ont pu être donnés, que ce soit... et c'est vraiment sur les chaînes de valeur. Donc c'est qu'est-ce qu'il arrive au niveau des mines, au niveau du raffinage, au niveau des transformations, au niveau de la géopolitique, de tout ça, puisque, tu l'as dit, il y a plein de pays qui interviennent, c'est international, il faut transporter les matières, les produits d'un côté à l'autre, donc il y a toutes les problématiques de transport. Il y a toutes les organisations des marchés qui vont avoir aussi des règles qui peuvent perturber les approvisionnements. Donc ça, c'est le premier point, on veille. Le deuxième point, on explique la complexité de ces chaînes de valeur aux acteurs publics et privés, au travers de groupes de travail où on amène tout le monde autour de la même table, où chacun peut s'exprimer, où on partage les points de vue pour que justement les industriels expliquent aujourd'hui comment ils travaillent, que les pouvoirs publics expliquent les outils qu'ils ont à leur disposition, comment tout cela est mis en place. Et puis le troisième levier, on alerte. Dès que possible, dès qu'on a une information, on alerte le public, le privé, avec différents niveaux de langage. Évidemment, on peut rentrer dans plus de confidentialité avec certains publics. On a des informations plus générales à d'autres niveaux. Et puis on essaye au maximum d'avoir des infos complètement publiques qu'on va partager sur les réseaux, voilà, pour quand même les gens aient une compréhension de ces enjeux autour des matières premières, parce que je pense qu'on y reviendra, mais ça a un impact derrière. Il y a des choses, tu as peut-être prévu de le dire, je ne vais peut-être pas le dire avant toi, mais tout le monde sait qu'on a besoin des métaux. Maintenant, on n'est pas encore prêt à les produire. Et donc, voilà, il y a un besoin, il n'y a pas forcément de désir. Tu le dis aussi très bien. Et ça va demander des changements importants de comportement des pouvoirs publics et des industriels, notamment au travers de leur modèle d'affaires et donc des services achats. Donc nous, on travaille avec tous ces gens-là et on essaye de faire comprendre tous ces sujets-là. Et parmi les leviers que la France a mis en place, il y a des leviers d'investissement. Donc évidemment, France 2030, avec des plans spécifiques sur les matières premières critiques,
qui peuvent des fois être accompagnés aussi par des actions dans la partie recyclage, qui traitent aussi dans ces cas-là spécifiquement des matières premières critiques, avec des projets donc plutôt en France, et puis un fonds d'investissement en private equity, je n'ai même pas le terme en français, en fait, je ne sais même pas s'il existe, en private equity, donc qui a été aussi créé au même moment, et de par les recommandations du rapport de Philippe Varin de janvier 2022, donc un fonds qui s'appelle Infravia, qui est doté de 500 millions d'euros de l'État au travers de la Caisse des dépôts et de consignation, et avec l'objectif de lever 1,5 milliard complémentaire de financement privé pour faire, sur une période longue, hein, le fonds est prévu pour fonctionner à peu près 25 ans, environ 2 milliards d'euros. C'est compliqué et le premier investissement d'Infravia a été annoncé la semaine dernière. Donc après presque 3 ans de recherche, d'analyse des projets, et c'est un projet lithium en Australie qui sera soutenu en premier lieu par Infravia. Donc l'Ofrémy se positionne dans ce contexte-là pour, donc dans un premier temps, expliquer les contextes et ensuite en venir aux vulnérabilités. Les vulnérabilités, évidemment, elles reposent sur tout ce qui a été mentionné à présent. Le premier point dont il faut quand même avoir conscience, et là je prends ma casquette BRGM, donc Bureau de recherche géologique et minière, notre sous-sol contient toutes les matières dont on a besoin pour nos transitions, qu'elles soient numériques, énergétiques ou pour nos activités de défense. Le sous-sol contient tout ce qu'on veut. Donc le problème, c'est pas la rareté géologique qui est en question. Ce qui va être en question aujourd'hui, c'est la disponibilité de ces matières en temps voulu, notamment quand une transition est annoncée un peu ex-abrupto d'une réalité industrielle. Évidemment, le monde minier ne s'y est pas forcément préparé. Et quand on sait que pour ouvrir une mine de grands métaux comme le zinc, le cuivre, le nickel, il faut entre 15 et 20 ans pour ouvrir ces mines. Donc c'est quand même important d'envisager ces transitions, notamment quand elles provoquent un changement d'orientation sur l'usage des métaux, qu'ils soient dans leur variété ou dans leur quantité. Donc ça, c'est le premier enjeu, il va être là. Et donc pour y répondre, évidemment, c'est une reprise des activités minières qu'il faut renforcer. Et pour une reprise de l'activité minière, il faut une reprise des investissements. Et donc ça aussi, ça fait partie des leviers qu'il faut mettre en place sur ces vulnérabilités-là. Pour reprendre les activités minières, aujourd'hui, il faut quand même avoir conscience qu'on a une répartition qui n'est pas aléatoire des ressources. Donc tous les sous-sols ne contiennent pas toutes les mêmes matières. Donc typiquement, la question m'a été posée par une journaliste de France 2 la semaine dernière. Nous n'avons pas de terres rares dans nos sous-sols. Voilà, on pourra chercher tant qu'on veut. Ce n'est pas chez nous qu'on aura une mine de terres rares. Donc le dérisquage sur la partie des aimants permanents, elle va passer par des accords industriels, des accords diplomatiques avec des pays qui disposent de ces ressources, qui les exploitent déjà ou qui n'ont pas seuls les moyens de mettre en marche cette industrie. Parce que si on prend le cas de l'Australie aujourd'hui, l'Australie est un pays minier, mais ce n'est pas un pays qui a beaucoup les industries de l'aval. Ils ne fabriquent pas les aimants, ils ne fabriquent pas les voitures. Donc, eux, aujourd'hui, ils ont les ressources, mais s'ils produisent ces ressources, c'est pour des gens qui ont la capacité à les transformer. Donc aujourd'hui, l'Australie produit pour la Chine. On sort des minerais en Australie et ils partent en Chine. Ils ont tenté de mettre un peu de raffinage sur le nickel, sur le lithium. Aujourd'hui, les cours du nickel et du lithium sont trop bas pour que ce type d'industrie, en tout cas dans un monde libéral et industriel comme l'Australie, puisse fonctionner. Donc ça, c'est les vulnérabilités à ce niveau-là. Et après, là où nous, on met énormément d'efforts d'acculturation, c'est pour pointer que souvent les grosses faiblesses ne sont pas là, mais elles sont sur toute la chaîne de transformation, ce qu'on appelle la midstream. Et aujourd'hui, certains outils industriels ne sont pas partout, et parfois encore moins que les ressources minérales. On est autour de la défense, on va revenir au titane. Le titane, il y en a partout, même en France. Alors en Bretagne, oui c'est en France, donc en Bretagne, encore. C'est des contre-feux, tu sais, il faut toujours avoir. Donc le titane, il y en a partout. Après, 90% du titane qui est extrait, non, ça c'est bleu, c'est les pigments blancs des peintures, c'est les crèmes solaires, c'est beaucoup de ces applications-là, c'est les verres auto-nettoyants. Donc 90% du titane va rester sous forme d'oxyde de titane
et va être dans le monde des pigments. 10% va être réduit sous forme métallique en passant par une étape qui s'appelle l'éponge de titane. Et l'éponge de titane donc, va servir à faire tous les lingots, les barres, les plats, les laminés, tout ce que vous voulez. Et sur ces quantités-là, moins de 10% va à la défense. Donc c'est 10% de tout le titane mondial qui sert à la défense. Là, on pourrait dire, il n'y a pas de souci. Franchement, on ne va jamais manquer de titane, ce n'est pas compliqué. En France, on a Tronox qui fait de l'oxyde de titane pour les pigments. On lui en prend 1/100 et on a tout ce qu'il faut pour notre industrie de défense. Le problème aujourd'hui, c'est que l'éponge de titane, une main suffit pour compter les pays qui la fabriquent. On va avoir historiquement la Russie, le Japon, on n'a plus les États-Unis, on a l'Arabie Saoudite, on avait l'Ukraine, mais on ne l'a plus. Donc voilà, sur les doigts d'une main, on fait à peu près le tour. Et le Kazakhstan, l'éponge, aujourd'hui, ça reste encore limité, il faut que ça monte. Donc on a très peu d'acteurs qui la produisent. Et ce n'est pas le tout de la produire aujourd'hui. Quand on va passer dans le monde de l'aéronautique et de la défense, il faut que ce titane il soit qualifié aéronautique. Le titane chinois, qui représente aujourd'hui plus de 300 000 tonnes du titane mondial, et plus de 70%, il n'est pas qualifié aéronautique aujourd'hui. Et jusqu'à il y a 3 ans, ils produisaient 3 fois moins, et c'était réservé à leur marché extérieur. Ils ont triplé leur production aujourd'hui, ils veulent se positionner sur le marché. Et donc, le risque, il est vraiment là. Il y a 5 usines dans le monde à faire sauter pour qu'on n'ait plus accès au titane métal. Elle est là, la vraie faiblesse. Sans compter que c'est un procédé un peu complexe à mettre en place. Donc, beaucoup de pays se regardent en disant qui le fait, toi, moi, etc. Il y a l'Inde qui est en train de se positionner aujourd'hui. Donc, on est sur ce midstream. Et les dernières vulnérabilités, elles sont quand ça va être intégré dans les composants, tu l'as mentionné, et dans les produits finaux. Aujourd'hui, tu l'as dit, nous, on pourrait très bien se dire, bah, tiens, ou avec nos amis allemands, on va réouvrir les ateliers qui se mettent sur le raffinage de la bauxite, donc qui est en prévision de l'aluminium, pour en sortir du gallium. On a eu un atelier gallium en France, dans le sud de la France. Il a tourné jusqu'au début des années 2000. L'atelier allemand qui est à Stadt, avec l'entreprise AOS, a tourné jusqu'en 2016. Produisait aussi une petite dizaine de tonnes de gallium. C'est très bien. Mais aujourd'hui, qui va raffiner le gallium en 99,99999 ? Il y a un petit acteur allemand, enfin, un acteur allemand qui fait des petites quantités, qui est là-dessus. Après, il faut l'intégrer dans les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, les usines, elles ne sont pas chez nous. Donc, il y a un moment où il faut expliquer à tout le monde que ça ne sert à rien de produire les matières premières. Il faut aussi réfléchir à sécuriser les composants, à sécuriser les produits. Et puis derrière, enfin, il faut qu'on ait un business model qui tienne la route. Et ça, c'est évidemment quand on se dit en compétition avec les Chinois, c'est difficile. Et donc, on a aussi, nous, toute une partie qui suit les mécanismes de prix pour justement aider et accompagner des discussions qui peuvent avoir lieu au niveau de la DG Trésor, au niveau de l'Europe, au niveau du G7, sur justement quels vont être les mécanismes de prix qui vont pouvoir accompagner tout ça. Et juste un petit exemple pour l'illustrer aujourd'hui, avec les prix des matières chinoises, brutes ou transformées, comme les aimants. Aujourd'hui, un kilo d'aimant fabriqué en Chine vaut moins cher que la quantité de terres rares qu'il contient et que les Chinois nous vendent. Il y a une vraie stratégie, tu l'as mentionné. La stratégie, c'est aujourd'hui, ils ne veulent pas vendre les matières qui nous permettent de fabriquer les aimants, ils veulent vendre les aimants, ils veulent vendre les moteurs, ils veulent vendre les voitures. Et donc aujourd'hui, ben voilà, donc, le travail de l'OFREMI, il repose sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Merci Stéphane. On va revenir sur ça justement sur ces chaînes de valeur pour les entreprises ensuite, mais d'abord on va avoir la position de la Commission européenne et puis de l'Europe en général. Donc Luc Devigne, je vous remercie d'être présent à cette table ronde, même à distance. Je vous en prie. Vous avez entendu un peu tout ce qui s'est dit autour de cette table. Et donc justement, de votre expérience, finalement, qu'est-ce que l'Europe a mis en place ces dernières années pour faire face à cette problématique ? Merci, et ça me fait très plaisir d'être invité à ce forum, et excusez-moi de ne pouvoir être parmi vous à Paris aujourd'hui, dans ce beau panel. Alors,
Comme on dit, en anglais, at the risk of being boringly consensual, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je vais peut-être rebondir sur quelques éléments, histoire de ne pas faire d'érudite. Premièrement, M. Pitron nous a parlé de la prise de conscience de la dépendance, a parlé de la crise du Covid. J'ajouterais la guerre en Ukraine aussi, qui nous a fait prendre conscience de dépendance énergétique et autres, et ça n'est pas fini malheureusement. Alors, il faut savoir qu'effectivement, non seulement on a les problèmes de concentration, singulièrement pour la Chine, dont on vient de parler, au niveau essentiellement des chaînes de valeur encore plus que de l'extraction proprement dite, mais on a également un problème structurel de hausse de la demande, puisque la Commission européenne, dans son centre de recherche, d'ici 2030, prévoit une multiplication de 12 à 18 fois les quantités de lithium, 5 fois les quantités de cobalt et 4 à 7 pour les terres rares sont les usages. Donc on est face à ce double problème. On a parlé de la Chine et de son comportement. Je voudrais rajouter 3 choses. Effectivement, la Chine utilise les matières premières critiques dans des buts de négociation, dans des buts de chantage, en fait, soyons clairs. Mais on peut aussi rajouter dans des buts d'espionnage industriel. Ça a même été dit au Parlement européen, puisque la Chine exige pour la délivrance de licences d'exportation des données extrêmement confidentielles. Vous avez besoin de combien, pour faire quoi, et vous avez besoin de combien par pièce, etc. Donc ce sont des secrets d'affaires, bien entendu. Donc on est face à un problème qui évidemment est typique de la Chine dans d'autres domaines, c'est que c'est le long terme contre le court terme, puisque la Chine, évidemment, elle agit sur le long terme, et en fait, tout ce qu'elle fait, c'est le résultat de 30 ans de politique que l'on peut lire dans les plans quinquennaux du NDRC, qui expliquaient les objectifs chinois en la matière. Évidemment, quand vous avez un capitalisme d'État et une industrie qui, si nécessaire, peut être subventionnée parce qu'elle correspond à des besoins que l'État a estimés stratégiques, c'est évidemment une catastrophe, et ça conduit aussi à du dumping prédateur. Monsieur Bourg vient de donner un exemple très intéressant sur le prix des aimants. Évidemment, la Chine, c'est du dumping prédateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, c'est que dès que une matière première pourrait augmenter, ce qui rentabiliserait l'ouverture de mines ou d'usines, ils vont faire baisser le prix. Donc on a ce problème qu'il faut prendre à bras le corps. Comment le prendre? Vous avez évoqué le rapport Varin, qui évidemment était très attentivement lu à l'époque par le commissaire Breton, qui est à l'origine, comme vous le savez, du Critical Raw Material Act. Excusez-moi, je fais ça en anglais, l'acte des matières premières, je ne sais plus comment on dit en français. Et vous connaissez les objectifs, les triples objectifs de cette législation européenne, qui est de faire 10% d'extraction minimale en Europe, 40% de transformation et 25% de recyclage. Pour information, on est actuellement à 8% pour l'extraction, donc au lieu de 10%, donc là c'est un effort d'augmenter d'un quart. Pour la transformation, on est à 24% seulement de nos besoins qui sont couverts, donc là pour passer à 40%, c'est très substantiel. Et pour le recyclage, on est à 12% au lieu de 25%, donc là c'est un effort important. Évidemment, les efforts sont très différents. Par exemple, sur le cuivre, on est dans des pourcentages de recyclage, d'extraction et même de transformation assez élevés. Et puis sur le manganèse, sur le magnésium, sur le graphite, sur les terres rares, on est quasiment proche de zéro. Donc il faut nuancer le tableau. Mais les objectifs sont clairs. Le problème, évidemment, c'est qu'il faut des moyens pour ça. Et vous avez aussi souligné, je crois que c'est M. Bourg, qui disait, par exemple, en France, on n'a pas de terres rares, mais il y en a en Suède. Il y en a en Suède, il y en a à Kiruna, où on exploite du fer depuis plus d'un siècle, et on a découvert aussi des terres rares. Donc, il faut une coopération européenne. Alors, cette coopération européenne s'exprime comment? Par ces objectifs qu'il faut atteindre. L'Union européenne a décidé de sélectionner 60 projets, donc, comme vous le savez, 47 dans l'Union européenne, dont 9 en France, c'est le pays où il y en a le plus,
et 13 à l'étranger. Donc en France, vous avez par exemple le lithium pour Eramet en Alsace, vous avez les terres rares de Carester à Lac près de Pau, vous avez Imerys pour le lithium, etc. Donc il faut établir comment dire, une politique industrielle de développement. Ça passe aussi par les permis, bien entendu, les permis d'exploitation, les permis pour le recyclage. Et là, une législation qui va limiter le délai qu'on met pour octroyer un permis, qui est de 27 mois et de 15 mois. Mais ça passe par du financement. Donc, il y a 3 milliards qui vont être dégagés cette année, 3 milliards d'euros, pour ces projets dont je viens de vous parler. Et il y a un deuxième appel d'offres pour des nouveaux projets l'appel d'offres était déjà clôturé, les projets sont à l'examen et ils devraient être sélectionnés d'ici l'été. En parallèle à cela, il y a aussi une stratégie évidemment d'internationalisation du dossier et de coopération avec différents partenaires, soit en bilatéral, puisque l'Union européenne a déjà signé 15 accords bilatéraux avec des pays tiers, soit en multilatéral. Il y a des initiatives dans le G7. Bon, je ne vais pas parler de tout maintenant parce que je ne vais pas être trop long par rapport à mes 5 minutes, mais très clairement, il y a un agenda international important à se développer et il faut coopérer au niveau européen parce que sinon, ça va être très difficile individuellement pour nos entreprises de lutter contre les pratiques, entre autres chinoises, mais c'est essentiellement chinoise, effectivement. Voilà, je vais en rester là pour le moment. Je reviendrai peut-être sur d'autres sujets. Merci. Merci beaucoup. On va un peu ensuite basculer sur des questions un peu transversales sur lesquelles sentez-vous libre, vous pouvez vous sentir libre d'intervenir ou non si le désir ne fait pas racine. Le désir ou besoin, j'ai cru comprendre qu'il y avait des thématiques sur ça. Mais blague à part, en fait, on a quand même pas mal parlé de la production à différents niveaux de la chaîne de valeur. En fait, là, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de retourner le problème. Finalement, c'est les consommateurs, donc les entreprises. Comment est-ce qu'elles, en France, en Europe ou même ailleurs, elles sont impactées par ce sujet, comment elles appréhendent ensuite ce sujet, comment elles sont impactées et comment elles réagissent. Et est-ce que, alors, in fine, en pointillé, mais je vais poser la question, est-ce que ces réactions finalement sont adéquates? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce que voilà, il n'y a pas d'autres choses ensuite à mettre en œuvre? Alors, je peux prendre celle-ci, mais pour une réponse forcément incomplète que je laisserai Stéphane compléter. Les entreprises longtemps se sont senties naturellement protégées par la mondialisation heureuse. Et quand elles étaient touchées, ce n'était pas elles qui étaient touchées. Je parle des grandes entreprises, les grands assembleurs de composants qu'on appelle les grandes entreprises de la BITD, les Naval Group, les Thales, les Airbus, les Safran, civils, militaires, les deux. Ces entreprises, ces grands groupes sont des assembleurs de composants. Et donc, quand venait à manquer de matières premières au niveau du midstream, c'est-à-dire au niveau du N-3, N-4, N-5, finalement, le risque, l'effet tampon était assuré par les sous-fournisseurs. Et donc, l'information sur un risque matière première qui surgissait au milieu de la chaîne de valeur, elle n'arrivait jamais jusqu'à la direction des achats de cette entreprise sur l'aval de la chaîne de valeur. Et donc, longtemps, elles n'ont pas su le problème parce qu'elles n'étaient pas impactées. Le risque était géré par le milieu, le ventre mou, qui était le N-2 au N-6, au N+2 au N+6 par rapport à la mine. Et puis, progressivement, le sujet s'est structuré, il a commencé à être mieux être connu. Les médias y ont aidé. La prise de conscience, et effectivement, des autorités avec le Critical Raw Materials Act, le rapport Varin, les 47 devenus 43 plans de relance pilotés par l'Union européenne, tout cela, l'OFREMI, tout ça fait que du coup, les entreprises ont commencé à réagir. Et je dirais que ce qui les a fait réagir, c'est peut-être, au-delà de ça, c'est peut-être d'abord les réglementations sur le sourcing éthique. Parce que lorsque vous avez une réglementation type CS3D, qui n'est pas parfaite, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive 2024, qui dit si jamais vous n'êtes pas conscient qu'il y a des enfants qui travaillent dans une mine de cobalt au fin fond du Katanga, et que vous êtes le consommateur final sous la forme d'un produit fini,
de ce cobalt qui vient de là, en fait, vous êtes responsable. Et donc, vous allez avoir une amende, vous allez avoir une mauvaise presse, ça va vous coûter à votre réputation. Donc, en fait, les entreprises ont commencé à réagir sur ces sujets-là, ne serait-ce que pour se protéger, se prémunir des risques associés à la risque réputationnel, des risques réglementaires associés à ces normes, à ces nouvelles normes de sourcing éthique, normes pour lesquelles la France est très en avance par rapport à d'autres pays et également par rapport au reste du monde, et l'Europe en général par rapport au reste du monde. Donc on voit que les soucis écologiques, les questions écologiques viennent finalement rallier la question de la résilience. Puisque pour des raisons écologiques, je dois savoir dans quelles conditions l'argent est extrait d'une Mexicaine, eh bien finalement ça va me forcer à connaître ma chaîne de valeur. Et donc, du coup, je vais tout d'un coup prendre conscience d'un risque au sens de la sécurité des approvisionnements, mais incidemment, si je puis dire, puisqu'au départ, la question, c'est de savoir avant tout si les normes ESG étaient respectées dans la mine et dans la raffinerie. Et donc, progressivement, on va voir ce sujet structuré et dans les entreprises et un niveau de connaissance et de compréhension des entreprises qui est extrêmement disparate selon les secteurs industriels. Le secteur du luxe est assez conscient de ces sujets-là en ce moment, parce qu'ils sont en première ligne. Donc, si jamais une mauvaise campagne de presse tape sur l'un des groupes dont vous voyez les publicités partout dans le métro, ça fait très très mal d'un point de vue médiatique. Donc, pour des raisons réputationnelles, ces entreprises du secteur du luxe qui consomment des métaux, et les mêmes métaux que le secteur de la défense. On va retrouver du palladium, du platine, du néodyme dans certaines applications du secteur du luxe. Elles vont réagir. Je trouve que le secteur du bâtiment est complètement à côté du sujet aujourd'hui. Je trouve que le secteur de la santé est plutôt à côté du sujet. Je vois quelques entreprises qui s'en soucient, notamment pour des pompes cardiaques qui utilisent des éléments de néodyme, qui s'inquiètent un peu, mais finalement pas tant que ça. En revanche, ceux qui réagissent beaucoup en ce moment, je trouve, c'est le secteur de la défense et le secteur de l'aéronautique. Là, vraiment, depuis l'été dernier, on sent qu'il y a vraiment une accélération de la prise de conscience parce qu'en fait, le robinet commence à se tarir. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que ça coulait bien, même si on disait que ça allait cesser de couler, et puis ça commence à moins bien couler, mais ils sont toujours pas inquiétés. Et quand il y a plus que quelques gouttes qui tombent, alors là, ils commencent vraiment à être inquiets. Donc en ce moment, c'est un peu le branle-bas de combat chez les industriels de la défense. Ils se demandent tous comment est-ce qu'ils vont avoir accès à certains matériaux. Les matériaux hyper critiques pour eux étant notamment en ce moment le samarium, qui est un matériau qui sert pour les aimants, qui permettent de résister à des très fortes, d'opérer dans des environnements de très forte chaleur. Et donc là, elles se disent quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et d'abord, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'elles ne savent pas forcément quel matériau elles consomment. Parce que comme ce sont des assembleurs de composants, elles ne savent ni qualifier, ni quantifier ce qu'elles consomment. Donc il faut qu'elles passent parmi toutes leurs, on le voit parce qu'on travaille avec elles, toutes leurs directions des achats, il faut qu'elles aillent interroger plus précisément les directions techniques et qu'elles aillent chercher dans la direction technique un ingénieur qui sait précisément ce qui se trouve dans tel et tel et tel composant qui font ensuite partie des produits finaux. Et ils sont vaguement, alors ils peuvent à peu près connaître tous les matériaux qu'ils consomment, mais ils ont beaucoup de difficultés à mettre des chiffres précis sur la quantité qu'ils consomment à date et pas davantage que la quantité qu'ils vont consommer demain. Mais à partir de là, ils doivent faire leur liste de matériaux critiques à eux. Qu'est-ce qui est critique pour moi ? Il y a la liste des matériaux critiques européens, mais ce n'est pas ma liste à moi d'industriel de la défense ou d'industriel du luxe. Chacun a sa criticité propre. Et donc, il faut déterminer un tiers 1, tiers 2, tiers 3 de ce qui est critique pour soi, ce qui est déjà compliqué. Et puis après, connaître les chaînes de valeur mondiales. Comprendre que pour tel matériau, il y a plutôt une chaîne sud-américaine. Lorsque l'on veut faire du mine to magnet avec des aimants de terres rares, c'est clairement en fait des chaînes d'approvisionnement chinoises, mais qui commencent aussi à se diversifier parce qu'il y a des fournisseurs alternatifs qui apparaissent notamment aux États-Unis, qui apparaissent un petit peu en Europe. Et donc, ils vont besoin d'avoir connaissance de ces chaînes de valeur-là pour savoir dans quelle chaîne de valeur eux ils s'inscrivent, voire de dire mais moi je voudrais connaître ma chaîne de valeur à moi, ce qui est effroyablement compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils appellent leurs fournisseurs, ce qu'ils font, N-1, qui va leur dire voilà mon fournisseur N-1, qui va dire voilà mon fournisseur N-1, voilà mon fournisseur N-1, et remonter jusqu'à la mine. Donc c'est des mois et des mois de travail, de l'intelligence minérale pure, pour être capable de comprendre cela. Une fois que vous avez cette vue générale-là, vous allez en fait identifier le maillon fragile, pas forcément la mine comme disait Stéphane, ça peut être le midstream, ça peut être le raffinage par exemple, ça peut être un trader. Donc à chaque maillon de la chaîne de valeur, vouloir diversifier, d'avoir au moins 2 entreprises différenciantes, solides sur le plan économique pour pouvoir au minimum diversifier. Et puis après, derrière, dérouler une véritable stratégie de diversification de long terme, qui passe notamment par le recyclage, qui passe par la substitution, qui passe aussi par une connaissance de long terme de ses besoins à venir. Est-ce que j'aurai assez de cuivre en 2050 ? C'est une question aujourd'hui. Est-ce que j'aurai assez de cuivre propre en 2050 ?
Est-ce que j'aurai assez de fer et d'acier propre produit zéro émission en 2050? Ces questions se posent vraiment pour les industriels qui du coup se disent mais potentiellement il faut que j'adapte ma chaîne de valeur, j'adapte mes process industriels en fonction de ces réponses-là qui ne sont pas du tout faciles à donner. On peut essayer de faire des projections et puis on peut aussi essayer de faire des scénarios. Mais juste pour conclure, je dirais que c'est pas facile de décliner tout ce qu'on vient de se dire, le Critical Raw Materials Act, les 47 plans, les 43 plans de l'Union européenne, la CS3D, les injonctions du politique, y compris d'ailleurs jusqu'à Bercy, hein, qui tensent les industriels directement en leur disant je veux une stratégie qui soit prête pour la fin du mois et que vous allez me rendre sur mon bureau. Mais c'est très difficile de traduire ce contexte réglementaire, cette inflation législative réglementaire-là au niveau européen et français par des actions concrètes. Et je vois des industriels qui sont quand même un peu perdus par rapport à tout ça, qui comprennent le contexte, ils ont bien entendu les principaux messages, ils comprennent qu'il y a un risque, voire ils l'éprouvent eux-mêmes, mais derrière, opérationnellement, comment faire de la souveraineté minérale quand ça fait 40 ans que je ne l'ai pas faite et que les Chinois ont 40 ans d'avance sur moi? Et ben là, c'est vraiment quelque chose c'est compliqué à mettre en œuvre. Et c'est là que les industriels ne savent pas forcément faire et que c'est copernicien pour la direction des achats de leur dire vous allez complètement changer de philosophie et la question ne sera plus forcément d'acheter au moindre coût sans stock, mais la question ça va être de signer des accords de partenariat de long terme avec des fournisseurs qui ne sont pas forcément ceux avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, qui vont être plus proches de vous. Ça va vous coûter plus cher, mais vous allez avoir davantage de garanties. Vos marges seront effectivement moindre, mais vous gagnerez de la sécurité. Où est la valeur ajoutée dans tout ce paysage-là? C'est plus compliqué à déterminer. Et donc, les industriels tâtonnent beaucoup aujourd'hui parce que c'est toute une nouvelle culture des matières premières qu'il faut réapprendre. Ouais, si je peux compléter, quand on a commencé à travailler sur ces sujets-là, c'est en train de bouger un peu, mais en effet, notamment les services achats, pour être un peu méchant, ils étaient un peu comme une poule devant un couteau, quoi. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a des procédures, on les respecte. 3 fournisseurs, 3 pays différents, des assurances si on n'est pas livré. OK, mais avec une assurance, on ne fabrique pas un avion. Hein, donc voilà, comment on peut changer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en effet, même quand on va remonter dans les échelons, qu'on va passer dans les domaines techniques, comme on a beaucoup d'intégrateurs, c'est très difficile de savoir et de pouvoir changer ces pratiques. Déjà, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que la plupart des objets dont on parle, même quand on va être sur certains composants, on n'est pas chez Amazon ou on n'est pas chez Alibaba. C'est-à-dire que ce n'est pas des produits catalogues. Ou c'est des produits catalogues, mais avec derrière une garantie fournisseur, avec des spécifications un peu supérieures, un peu précises, qui font qu'on ne va pas pouvoir directement changer son fournisseur. Ceux qui sont de l'aéronautique le savent, j'ai parlé tout à l'heure du titane grade aéronautique. Si on ne l'a pas qualifié, si on n'a pas qualifié les procédures d'un fabricant donné, l'alliage TA6V, l'alliage TA6V, ça sera toujours de l'alliage TA6V, mais si vous n'avez pas qualifié le fabricant, vous ne pourrez pas l'utiliser du jour au lendemain. Donc il faut changer toutes vos démarches. Ça prend du temps. Ensuite, il faut savoir les matières qu'il y a dedans. Et ça, dans certains cas, c'est plus compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Si on prend le cas des aimants qui a été évoqué et réévoqué, aujourd'hui, un fabricant d'un moteur, il va passer commande pour des performances magnétiques. Des performances magnétiques et des températures de fonctionnement. Il ne va pas dire « je veux un néodyme fer-bore avec 26,3% de néodyme, 5,2% de praséodyme et 0,2% de dysprosium ». Non, il va dire « je veux ces propriétés-là ». Et je veux que mon aimant il fasse au maximum cette taille, etc. Aujourd'hui, les fournisseurs de ces petits aimants, parce qu'on n'est même pas dans le problème de la mobilité, on va être dans les aimants qui contrôlent la direction assistée, les ouvertures, les fermetures de clapets, bon, l'essuie-glace, le lave-vide, c'est un peu plus anecdotique, votre haut-parleur Bose, etc. Tous ces aimants-là, aujourd'hui, ils sont commandés en Chine, 100% sont faits en Chine. Et selon le fabricant, selon l'outil industriel qu'il va utiliser, la composition de l'aimant, elle va changer. C'est une qualité qui est garantie, ce n'est pas une composition. Donc, ce n'est pas transposable comme ça directement. Et puis ensuite, il faut s'imaginer, hors voiture électrique, on a à peu près 200 aimants dans une voiture, vous ne savez peut-être pas. La masse cumulée de ces 200 aimants tourne entre 250 et 500 grammes.
Donc divisé, vous voyez le poids moyen des aimants. Certains font quelques milligrammes. La France fabrique 1 million de voitures. Vous multipliez 1 million de voitures par 200 aimants. Vous divisez le nombre d'aimants par le nombre de catégories différentes. Et c'est là où les acheteurs ils disent mais comment on va faire? Comment on va diversifier ça? Qui va vouloir nous fabriquer ces aimants? À quel coût? Sur quelle durée? Et puis à l'arrivée, on en revient toujours à la même chose, un peu historique. Le système va revenir à la normale, les gars. Ça va se stabiliser. On attend que l'orage y passe, on ralentit un peu les cadences, et puis on verra ensuite comment on s'adapte. Donc nous, on leur explique que ça ne va pas revenir à la normale. La Chine est passée, sur les contrôles à l'export, elle est passée d'une pratique défensive à une pratique offensive. Maintenant, elle utilise le contrôle à l'export comme une pratique offensive. Les contrôles à l'export qui existent depuis le 8e siècle, j'ai appris ça. Ça a été mis en place par Charles Le Chaux avec les épées qu'on vendait. Mais les épées, on vendait des épées à nos ennemis. On s'est dit quand même c'est un peu stupide, donc on va arrêter. Donc c'est très vieux, c'était défensif. Maintenant, c'est offensif. Donc avec ces pratiques-là, on est dans un autre monde où il faut changer entièrement l'image qu'on a des marchés. On a parlé de l'Organisation mondiale du commerce. Elle ne peut plus fonctionner dans ces concepts-là. Donc il faut entièrement les revoir. Et il faut expliquer au service achat, en effet, que regardez comment font les Chinois. Voilà. Leur chaîne, elle est intégrée aujourd'hui. Ce qui est important, c'est la voiture et comment elle est fabriquée. La façon dont elle est fabriquée, les coûts des différentes étapes, ils deviennent anecdotiques. Ça, aujourd'hui, c'est très compliqué pour un service achat de revoir ça, de se dire il faut que je connaisse la mine, il faut que je m'occupe de ça, il faut que j'assure l'approvisionnement de tous mes maillons de la chaîne, et il faut que je prenne sur moi, et ça, c'est des concepts qu'on essaye de leur partager, il faut que je prenne sur moi les possibles surcoûts à l'arrivée, voire les possibles déficits de certaines étapes de production. Mais si ce n'est pas le fabricant de l'objet final qui le prend en compte, personne ne va pouvoir. Le prix des aimants dont je vous ai parlé dans une voiture, c'est entre 0,08 et 0,1% du coût de la voiture. Dans un avion, c'est 0,001% du prix de l'avion. Pour le fabricant qui est juste après l'aimant, si l'aimant il vaut 3 fois plus cher, lui, il est mort. Son composant, il ne va pas être compétitif. La voiture, par contre, si c'est 3 fois plus cher, le prix des aimants il va passer de 0,08 à 0,24. Mais le système, les marchés ne fonctionnent pas comme ça. Donc c'est là où aujourd'hui on est devant un point de blocage où il faudrait une remise à zéro des systèmes et revoir entièrement. Et c'est pas, tu l'as dit, c'est pas un problème de mine, c'est pas un problème de raffinage, ouais. C'est un problème du fonctionnement des marchés, du fonctionnement des services achats. Oui, si je peux juste avoir quelques... 12 minutes 38. J'ai 12 minutes 38, très bien. Je vais essayer de faire plus court que ça quand même. Mais une première réflexion à la question, il y a quand même eu des entreprises qui se sont réveillées plus tôt que d'autres. Je pense à Renault. En particulier, quand j'avais parlé de 2010 et ses contentieux avec le Japon et les terres rares, etc. En fait, ça avait réveillé les esprits de Renault qui avait investi justement à partir de 2011 à un moteur qui ne fonctionne pas avec des aimants de terres rares. C'est un moteur à rotobobine et pas un moteur de traction. Et du coup, ils fabriquent ici en France un moteur qui n'a pas de terres rares. Donc, ils n'ont pas les mêmes dépendances que d'autres constructeurs. Il y a du cuivre. Ça présente d'autres problèmes. Mais en fait, il y a quand même certaines entreprises que parfois, ils arrivent à prendre des décisions stratégiques. Mais ça, il faut prendre au début. Si on arrive maintenant et on est dépendant, on a développé une technologie de moteur qui utilise des aimants permanents, on ne va pas changer de technologie du jour au lendemain. Donc c'est une stratégie qui était pensée, réfléchie à longtemps, en regardant le contexte géopolitique, en se disant on ne veut pas être dépendant de la Chine, donc on va développer ces technologies-là et ça a plutôt marché. Donc il y a quelques exemples, mais le problème, là quand on parle des batteries, la question aujourd'hui, c'est comment faire avec moins ou sans cobalt ou sans nickel, etc. On va développer des technologies alternatives. Comment faire sans dépendre des Chinois? On développe des batteries à sodium. Donc du coup, en fait, on crée des nouvelles technologies qui ont d'autres besoins, d'autres demandes de matières premières, mais du coup qui réduit le marché pour d'autres matières premières, donc moins de nickel, ou moins de cobalt, ou moins de terres rares, je ne sais pas. Donc quelque part, en cherchant la solution du substitut, on en trouve,
Mais il y aura toujours des industries qui ne trouveront pas l'alternative. Je pense au gallium et les systèmes de radar que j'avais pensé au début. Il n'y a pas d'alternative. Si vous n'utilisez pas de gallium, vous avez un système de radar qui date des années 80. Donc vous n'allez rien faire avec les technologies d'aujourd'hui. Donc vous avez besoin de ce gallium. Mais comme Guillaume, vous avez dit, c'est les industries de défense qui se réveillent aujourd'hui. Ils se disent, en fait, nous, on a un vrai besoin. On n'a pas tant d'alternatives que ça. On a de substitution. On n'en trouve pas, on a besoin de solutions aujourd'hui, mais ce n'est pas avec l'industrie de défense qu'on va recréer la chaîne de valeur parce qu'en fait, la demande est trop réduite, est trop petite. Donc ce qu'il nous faut, en fait, c'est plutôt un effort d'ensemble qui crée un marché qui est capable justement à répondre ou soutenir un développement d'une chaîne de valeur plus bas. Donc, si on se repose uniquement sur l'effort de l'industrie de défense, on ne va pas y arriver. Il nous faut un effort plus collectif. Et le dernier point que je suis en train auquel je pense en vous écoutant, c'est que là, on imagine des solutions qui sont spécifiques à un problème spécifique de la chaîne de valeur. On va mettre tout l'effort et c'est dire on va orienter notre politique industrielle autour de cette question de chaîne de valeur, tout en oubliant en fait que la Chine, par exemple, a plutôt une approche, une stratégie qui est beaucoup plus holistique. Je sais pas, ça se dit très bien, mais qui est une vision d'ensemble, dans la mesure où, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est pas juste la chaîne d'approvisionnement, c'est la technologie qui vient avec. Ils veulent créer de nouvelles technologies. Donc, je pense à Renault. Je me dis très bien, Renault, ils ont trouvé une solution pour ce problème-là. Sauf que y a tout le problème des voitures aujourd'hui qui sont de plus en plus, qui intègrent beaucoup plus d'électronique et beaucoup plus de software, et demain, qui seront des voitures autonomes. On n'a pas nécessairement une solution ici, en France, d'une voiture autonome. Donc, les constructeurs, soit ils ont les États-Unis, soit ils ont la Chine. Donc, ils vont se retrouver avec d'autres dépendances. Donc, notre stratégie ne devrait pas juste être concentrée sur la chaîne de valeur, la matière première ou le midstream, mais avec une stratégie technologique, quelque part, de souveraineté technologique au bout de compte. Donc défragmenter la chaîne de valeur, pas que sur les métaux, sur les métaux déjà, et puis réintégrer tous les aspects techno, écosystème industriel. Qui sert une stratégie technologique ou une stratégie de souveraineté un peu. On n'est plus dans la sécurité des approvisionnements, mais dans la sécurité économique globalement. C'est ce concept-là qu'il faut approcher. Luc, est-ce que la conversation vous parle? Et est-ce que vous avez des choses à rajouter? On vous entend pas. Toujours pas. Oui. On a plus de son. On vous entend toujours pas. Mais je ne sais pas si le problème est chez nous ou si le problème est chez vous. Je meuble. Hein. Je meuble en attendant. Non, moi, en fait, je voulais juste réagir sur 2 points parce que ça faisait réagir à 2 choses. Quand je peux entendre, et tu peux peut-être entendre, quelle est la solution tout de suite sur des terres rares, sur de lithium, sur un composant. Ça ne laisse pas m'impressionner parce que ce qu'on leur répond, c'est que les Chinois ont mis 30 ans, 40 ans pour construire une solution et que la solution ne veut pas se trouver tout de suite. Il y a peu de solutions de court terme, très peu. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que ça aussi, c'est peut-être aussi quelque chose que j'entends beaucoup en général, mais il y a toujours un article qui a été écrit dans les dernières 24 heures qui dit qu'il y a une solution miracle de remplacement des terres rares par quelque chose. Et en fait, on va réussir à s'en sortir, quoi. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça n'en a l'air. Alors, il y a un contre-exemple à ce que je viens de dire, c'est les batteries LFP qui remplacent à une rapidité exceptionnelle, progressivement, qui remplacent ou qui s'additionnent, mais les batteries nickel, manganèse, cobalt. Intéressant d'ailleurs de se dire que les batteries LFP est une invention française dont Hydro-Québec n'a pas voulu, dont le CNRS n'a pas vendu. Les Canadiens se battent sur l'origine. C'est une invention de Michel Armand. Et qui est parti aux Chinois. C'est BYD aujourd'hui qui développe les batteries LFP et qui équipe, je crois, 30 à 40% des batteries dans le monde. Mais donc, cet exemple-là
ne doit pas nous faire penser qu'on va remplacer des aimants de terre rares facilement, qu'on va remplacer les applications de cuivre facilement. On est peut-être d'ailleurs plutôt dans une addition qu'une substitution. Compte tenu de l'explosion des demandes, des besoins et de la consommation à venir, ce n'est pas tout d'un coup que tel matériau va être remplacé par tel autre. L'histoire de la consommation des matériaux, c'est pas qu'on est allé s'occuper un peu plus à la droite de la table de Mendeleïev, puis après on est passé un peu plus à la gauche de la table de Mendeleïev. L'histoire de la consommation des matériaux, c'est qu'on consomme de plus en plus tous les éléments de la table de Mendeleïev et qu'on les consomme aujourd'hui tous quasiment. C'est ça la réalité. Donc on va vers une addition de ces besoins, et demain, à côté des batteries au lithium, on trouvera aussi d'autres batteries avec du lithium mais plus de cobalt et de nickel, sans lithium, mais il faudra quand même continuer à exploiter du lithium. Ils ne sont pas idiots, les Imerys, qui investissent des milliards, et l'État qui a mis 50 millions dans la prochaine mine qui devrait ouvrir l'année prochaine ou l'année suivante dans l'Allier. C'est parce qu'on sait très bien que les marchés du lithium vont être de toute façon nécessaires pour soutenir une demande pour ces besoins-là ou pour d'autres applications. Et donc la substitution n'est pas un miracle à tout. Parlons d'un sous-jacent physique qui est non négociable. Alors, justement, c'est pas mal cette notion de solution miracle. C'est justement le point de la dernière question, donc c'est parfait. Donc vous avez abordé la substitution, c'était une des thématiques, donc ça c'est fait. Et justement, en fait, on parle de solution miracle. Enfin, je me souviens, les stratégies européennes en 2008, c'était diversification, production locale, enfin donc chez nous, et recyclage. D'accord. Donc le recyclage, dans les discours du début des années 2020, c'était l'alpha et l'oméga, la solution à tous nos problèmes. Tout comme le stockage, dernièrement, qui est pareil, devenu la solution miracle à tous les problèmes voilà, justement, voilà, de chaîne de valeur. Mais bon, enfin voilà, justement, vous, notre compréhension, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de ces solutions miracles? Je pense que s'il y avait une solution miracle, on est juste trois. Je pense que si elle existait, on l'aurait trouvée. On s'est croisé il n'y a pas trop longtemps dans un forum de sécurité économique au Japon, et il y a quand même des mots qui sont revenus systématiquement et à un niveau international et qui font partie des solutions. Donc je l'ai dit, on est dans une sécurisation de l'économie. Donc il faut le... Je pense que ça remarche côté Europe. Est-ce que vous voulez bien refaire une tentative, s'il vous plaît? Allô. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ok, ça marche maintenant. Merci beaucoup. Très bien, merci. Excusez pour Comme le tu veux, désagrément. c'est toi le chef. Pas de souci. Donc Luc, vous m'entendez bien? C'est bon. Oui, très bien, très bien. Par contre, ouais, on n'entend toujours pas. Vous m'entendez pas? Oui, c'est bon. Allô? Oui, c'est bon. C'est bon? On a dû être saboté. J'ai dû parler trop longtemps de la Chine, à mon avis. D'habitude, c'est la Russie. Non, mais alors là, moi, c'est- j'y suis pour rien. Mais vous m'entendez là? La question était sur les aspects. Là, je vous entends plus, moi. Ah là 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 là. 2, 1, 2, c'est bon. Je ne vous entends pas, moi. C'est bon? Vous m'entendez? Là, ça va mieux, oui, d'accord. Et on l'entend plus. Et voilà. Ah bon? Ça marche au CAD. Il y a eu une histoire de coupure. Ok, très bien. Alors, donc vous m'entendez, donc je vais dire ma question, ensuite on coupera en micro pour voilà. Mais en fait, la question était sur les aspects l'attitude des entreprises face au risque, l'impact en fait qu'elles constatent et la manière dont elles tentent de rebondir face à ces vulnérabilités identifiées. Effectivement, Monsieur Pitron parlait de la prise de conscience, mais la prise de conscience ne suffit pas. Malheureusement, il faut aussi des contrats, et des contrats long terme, ce qu'on appelle les off-take, avec les mines, les intermédiaires, etc. Parce que, et ça c'est vraiment, je pense, le cœur du problème, c'est le court terme contre le long terme. C'est-à-dire, la Chine est dans une stratégie long terme, et nous, on a une stratégie court terme. Alors, je ne jette pas du tout la pierre aux entreprises. Moi, j'ai fait 20 ans à DG Commerce, donc je travaille beaucoup avec les entreprises. Et ils ont bien sûr leurs obligations à court terme de résultats, etc.
Mais on ne peut pas, à moins d'être un boxeur avec un bras et l'autre qui en a deux, on ne peut pas travailler sur du court terme face à quelqu'un qui a une stratégie de long terme et qui est en plus soutenu par l'État. Alors, c'est un sujet qui a été traité par l'Union européenne dans le CRM Act, c'est l'article 24, qui oblige les États à faire des listes d'entreprises et les entreprises à faire des listes de vulnérabilité de leur chaîne de valeur, etc. Je vous fais la grâce de tout l'article 24, mais c'est ça l'idée. Alors, on me dit, oui, mais on ne peut pas lutter contre la Chine. Ben, il y a quand même un autre sujet, c'est que qui est le premier client de la Chine? C'est l'Union européenne. L'Union européenne qui a acheté l'année passée pour 520 milliards d'euros à la Chine, alors qu'elle n'en vendait que, je ne sais pas, 200 à peu près. Donc, on n'est pas dépourvu. Mais le problème de nouveau, c'est court terme, long terme. Parce qu'évidemment, nos entreprises souffriront à court terme. Dès que vous prenez des mesures contre la Chine prend des mesures de rétorsion. Moi, j'ai beaucoup bossé avec la Chine. Et j'ai assisté à différents chantages. Et très typiquement, ils vous coupent des marchés, voire ils vous coupent qui, en réalité, vous coûte, mais vous ne vous rendez pas compte parce que le prix aujourd'hui n'est pas différent. Mais demain, il sera différent. Ou parce qu'on viendra vous casser votre marché domestique, ou à l'exportation, ce sera différent. Donc, ça, c'est un problème. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec M. Bourg de dire il faut travailler dans la sécurité économique. Des solutions miracles, il n'y en a pas. Il y a quand même un pays qui a pris conscience de ça avant tous les autres, c'est le Japon, avec son système de jogmek, d'achat groupé. C'est ce que tente de faire l'Union européenne dans Resource-EU, donc la législation qui a été promulguée en décembre de l'année passée, et effectivement de faire des achats communs, de faire du stockage, etc. Mais ce n'est pas simple, c'est du long terme. Mais voilà, on ne va pas résoudre en un très court terme un problème qui est venu parce qu'on l'a laissé faire, on l'a laissé venir pendant 20 ou 30 ans sans réagir. Merci. Ah, ça y est, on a le micro. Donc c'est bon. Donc c'est bon. On termine. Voilà. J'ai plus l'écho. Rapidement, 3-4 minutes. On va laisser. On est dans un monde de la sécurité économique avec différents points qu'il faut avoir à l'esprit. C'est un, les entreprises ne peuvent pas s'en sortir seules. Donc on va forcément être dans un partenariat public-privé. Et un petit quand même clin d'œil au niveau européen, on a enfin entendu notre commissaire presque oser les mots interventionnisme et protectionnisme. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est clair. Les règles de l'Organisation mondiale du commerce, si on veut se renforcer sur nos chaînes de valeur, elles ne peuvent plus être appliquées. On est les derniers à les appliquer, ça ne peut plus fonctionner. Donc, on a ce facteur-là. Vu qu'il faut une intervention des pays et que chaque pays ne peut pas s'en sortir seul, il faut de l'international, multilatéralisme, donc il faut que les pays coopèrent, avec la partie diplomatique qui vient mettre un cadre dans lequel les industriels pourront travailler. Et puis le dernier, c'est une économie de guerre. Voilà. Il faut une économie de guerre pour que tout ça se mette en place. Aujourd'hui, on entend telle réglementation ne le permet pas, tel règlement européen, tel règlement français, parce qu'il y a les règles de la concurrence, on ne peut pas s'allier pour faire des achats quand on est concurrent. Eh bien, si les règles ne vont plus, il faut les changer. On est en économie de guerre, il faut se mettre dans un mode de fonctionnement qui peut permettre ça. Vous mentionniez les achats groupés du Japon. Ben, les entreprises concurrentes dans l'électronique ou dans les différents secteurs, quelque part, se mettent d'accord pour qu'il y ait ces achats groupés. Ils passent par-dessus ces sujets-là. Alors, il y a différents outils. Il y a l'outil Stellantis. On crée presque une JV avec 14 marques. Quelque part, ben, du coup, on achète groupé pour 14 marques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on n'a pas forcément des voitures qui sont bien conçues toutes spécifiquement parce qu'il faut mutualiser ceci, cela, mais ça fait partie de ça. Donc voilà ce que moi je répondrai. Pas d'outil miracle,
plusieurs outils, il faut les mettre en place. Ça prend du temps, mais il y a des réglementations qu'il faut changer très vite, sinon rien ne pourra se mettre en place. Oui, non, enfin, c'était juste le discordance en quelque sorte entre l'économie de guerre et le multilatéralisme. Et la difficulté justement de trouver des règles multilatérales quand on a tous une approche différente et on joue de plus en plus un jeu de protectionnisme ou de nationalisme, etc. Donc ça va... Je suis d'accord, c'est nécessaire. Oui, mais même au sein du G7, on n'est pas d'accord parce qu'il y a les États-Unis qui vont très vite dans leur sens et le reste du G7 qui essaie de tirer dans un autre sens. Donc même au sein du G7, on a du mal à trouver un consensus. C'est au moins comme ça que je le lis. Donc je suis complètement d'accord que c'est nécessaire, mais ça ne va pas être facile parce que justement la logique d'une plus de politique industrielle et plus d'économie des guerres, de mettre dans tes termes, n'est pas nécessairement toujours compatible avec une coopération multilatérale. Donc nécessaire, mais pas... Je ne prononce pas sur l'Europe, mais je... Ça va revenir peut-être. Si on parle de l'Europe, au moins le micro ça marche. Mais... Bah écoutez, merci à nos intervenants et merci beaucoup pour vos questions. Et je vous souhaite un très bon PDSF 2026.